Dans l'autre type d'énergie qu'on a besoin pour analyser des situations physiques, c'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est l'énergie que possède un objet en raison de sa position ou de sa forme et qui peut être transformée. Donc, cette énergie-là en question peut être transformée pour accomplir un certain travail. Donc, c'est une énergie qu'un objet a en vertu de sa position ou de sa forme. Dans le cas de l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est dû à sa position. Donc, si on regarde par exemple le rocher qui est ici, on voit que il est stable dans cette position-là. Mais si, par exemple, il se produisait de l'érosion ici à la base, par exemple, et que, éventuellement, il pourrait s'effondrer. Et là, il libérerait une très grande quantité d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, une énergie potentielle gravitationnelle, c'est une énergie qu'on a en vertu de notre hauteur par rapport à une certaine référence. Donc, qu'on a en vertu de notre position dans l'espace. Plus on est haut, plus on en a. Donc, si vous êtes, par exemple, dans un avion, vous avez beaucoup d'énergie potentielle gravitationnelle. Si vous êtes au niveau de la mer, vous en avez pas vraiment. Mais encore là, c'est relatif, c'est toujours relatif à une référence. Donc, autrement dit, on va choisir un niveau de référence auquel on va dire, OK, cette hauteur-là, on va attribuer ça à la hauteur 0. Puis les hauteurs qui vont être au-dessus vont être positives, puis les hauteurs en dessous vont être négatives. Fait que si par exemple, vous dites la hauteur de référence, c'est le niveau de la mer, si vous êtes au niveau de la mer, vous n'avez pas d'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, si on fait le calcul, le symbole, c'est EPG pour potentiel gravitationnel. Et le calcul, c'est simplement la masse fois le champ gravitationnel G fois la hauteur Y. Et on utilise Y parce que c'est juste pour faire que ce soit clair que c'est vraiment juste des hauteurs verticales. Okay? Même si vous déplacez en oblique, tout ce qui compte, c'est le dénivelé, dans le fond. C'est la hauteur verticale. Donc, c'est pour ça qu'on prend Y, parce que l'axe des Y, c'est un axe qui est vertical, par définition. La masse, c'est en kilogrammes. G, c'est 9,8. Encore là, ici, l'unité, plutôt que de mettre mètre par seconde carré, barrer ça ici, mettez newton par kilogramme. C'est plus approprié pour le champ gravitationnel. Donc, 9,8 newton par kilogramme et la hauteur en mètres. La logique, dans le fond, derrière cette formule-là, c'est que si vous avez quelque chose qui a beaucoup d'énergie, si vous voulez avoir un objet qui a beaucoup d'énergie potentielle gravitationnelle, ça veut dire, dans le fond, un objet qui ferait beaucoup de dommages si vous le laissiez tomber sur quelque chose, par exemple. Fait que dans quelle situation est-ce qu'un objet va faire le plus de dommages en tombant sur un autre objet? Si vous voulez avoir le dommage le plus gros possible, vous allez utiliser un objet qui est le plus lourd possible. Le poids de l'objet, c'est mg, justement. Masse fois g, ça, c'est le poids de l'objet. Fait que ça veut dire l'énergie potentielle gravitationnelle est proportionnelle au poids de l'objet que vous avez mis dans les airs et proportionnelle à sa hauteur initiale. C'est CY. La hauteur qui va tomber, dans le fond. La hauteur de laquelle il va tomber. Donc, autrement dit, votre objet en question, si vous le laissez tomber de 2 fois plus haut, il va faire 2 fois plus de dommages. Parce que la hauteur de base ici, la hauteur de départ va être 2 fois plus grande. Donc, au départ, il y a 2 fois plus d'énergie potentielle. Fait que quand il arrive sur le sol, il va avoir 2 fois plus d'énergie cinétique. Ça va faire 2 fois plus de dommages. Alors, supposons qu'on a 2 touristes qui visitent Montréal. Ils se rendent au sommet de la tour olympique, dont la hauteur est de 164 mètres. Et leur masse combinée, j'assume qu'ici c'est la masse combinée des deux ensemble, 172 kg. Quelle est leur énergie potentielle acquise pendant l'ascension? Donc c'est très simple, on prend la masse combinée fois G fois la hauteur qui est montée et ça donne la réponse ici en jeu. Donc ils ont gagné cette énergie-là potentielle en montant de 164 mètres dans les airs. Quand on a introduit l'énergie potentielle, on a dit c'est l'énergie que possède un objet en raison de sa position. Ça, c'est pour l'énergie potentielle gravitationnelle. Mais une autre source d'énergie potentielle aussi, c'est dû à sa forme. Alors, si vous prenez par exemple un arc à flèche, quand vous tirez sur la corde, vous déformez l'arc. Alors ça stocke de l'énergie dans l'arc.
sous forme élastique. C'est ça qu'on appelle l'énergie potentielle élastique. Et là, ensuite, si l'archère, lorsqu'elle va lâcher la flèche, l'arc va reprendre sa forme très rapidement et ça va tirer la corde et ça va propulser la flèche. Donc, ça va en fait transformer l'énergie potentielle élastique de l'arc en énergie cinétique de la flèche. Voyons un autre exemple. Si vous frappez une balle de golf avec un bâton, comme on avait déjà dit, ça va déformer. Ici, l'image est assez convaincante, là. Ayez conscience que la balle ici, elle n'est pas cassée, là. Elle est tout à fait correcte dans le sens qu'une fois que le contact est terminé, la balle va reprendre sa forme normale. C'est juste temporairement, pendant l'impact, c'est tellement fort, le plastique se déforme et donc, il y a une énergie potentielle élastique qui est stockée à l'intérieur de la balle pendant cet instant-là. Et cette énergie élastique-là va ensuite être transformée en énergie cinétique et ça va propulser la balle. D'ailleurs, on a la même chose encore avec un tamis de raquette. Pendant que la balle est frappée, le tamis de la raquette se déforme et il acquiert de l'énergie potentielle élastique qui ensuite est restituée à la balle sous forme d'énergie cinétique. Alors dans notre cas, l'énergie potentielle élastique, on va juste l'aborder de manière qualitative, donc juste ce que je viens d'expliquer. Mais on ne fera pas de calcul avec cette forme d'énergie-là. Donc si on laisse, par exemple, on a une bille ici, qui se trouve sur un plan incliné. Si on lâche la bille à partir du repos en haut ici, la bille va se mettre à rouler. Donc, elle va acquérir de l'énergie cinétique, mais cette énergie cinétique-là se fait au dépens d'une perte d'énergie potentielle. Donc, il y a une transformation. Au total, il n'y a pas de gain d'énergie. La bille ne gagne pas d'énergie. C'est juste une transformation. Il y a une partie de son énergie potentielle qui se transforme graduellement en énergie cinétique. Ensuite, définissons l'énergie mécanique. L'énergie mécanique, c'est l'énergie associé à la position et au mouvement d'un objet. Une manière plus concrète encore de le dire, c'est tout simplement l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique d'un objet plus son énergie potentielle. Donc EM, ça veut dire énergie mécanique, EK, énergie cinétique, EP, énergie potentielle. Donc, quand vous additionnez l'énergie cinétique plus potentielle d'un objet, c'est ça qu'on appelle l'énergie mécanique. C'est comme un peu l'énergie totale, si vous voulez, de l'objet, reliée à son mouvement et à sa position. Alors, si vous prenez le cas d'un plongeur qui saute comme ça dans une piscine, au départ, quand il est sur le tremplin, il n'a que de l'énergie potentielle. Il est immobile, il est au repos. Il n'y a pas d'énergie cinétique. Mais il a une hauteur assez importante. Donc, si par exemple, on parle du tremplin de 10 mètres, donc il y a une hauteur de 10 mètres par rapport au niveau de l'eau. Donc, ça lui confère une énergie potentielle significative. Ensuite, là, il se laisse aller. Alors, dès qu'il se laisse aller, il va commencer à gagner de la vitesse. Donc, il va commencer à gagner de l'énergie cinétique qui est représentée en rouge, mais ça va se faire au détriment d'une perte d'énergie potentielle. Donc, c'est vraiment un transfert d'énergie. Il n'y a pas de gain ni de perte d'énergie. C'est vraiment un transfert d'énergie potentielle en énergie cinétique. Et ça va continuer le long de toute sa chute. Donc, ici, en position 3, il a perdu encore plus d'énergie potentielle, il a gagné encore plus d'énergie cinétique, etc. jusqu'à la fin, où est-ce qu'au moment de toucher l'eau, là, il y a juste l'énergie cinétique, en fond. Parce qu'il atteint la hauteur 0, donc il n'y a plus d'énergie potentielle. Toute son énergie potentielle qu'il y avait au départ s'est transformée en énergie cinétique.